Je vous présente le docteur René Wittmer. Plus de tests, plus de traitements, ça ne mène pas nécessairement à une meilleure santé. Je sais que ce n'est pas intuitif ce que je suis en train de vous dire là. On pourrait croire que d'en faire plus, c'est forcément mieux pour la santé. Puis pourtant, ce n'est pas ça que la science nous dit. La science nous montre que des fois, d'en faire trop, c'est mauvais pour les patients. En fait, en voulant aider, on peut aussi nuire. C'est ce dont je vais vous parler ce soir. Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que je devrais être préoccupé par l'excès de tests et de traitements? Après tout, on est dans une époque où on a plus que jamais difficilement accès aux soins de santé. On a parfois l'impression, coudonc, c'est pas le problème, c'est pas qu'on en fait pas, qu'on en fait trop, c'est qu'on n'en fait pas assez. Puis en fait, c'est le même problème vu d'un côté et de l'autre. Quand on en fait trop, on n'en fait pas assez dans d'autres contextes. Et c'est l'envers de la même médaille. On sait que 30% des tests, des traitements et des procédures qui sont réalisées au Canada sont inutiles. Donc, il n'y a aucun potentiel que ça aide un patient quand un test ou un traitement est inutile. Et même quand c'est inutile, la seule chose qui peut arriver, c'est d'en subir un préjudice. L'effet secondaire d'un traitement, l'exposition à de la radiation quand on fait un examen radiologique. On ne peut pas aider quelqu'un avec un test inutile ou un traitement inutile. On peut juste nuire à cette personne-là. Pensez à ça, presque une chose sur 3 qu'on fait n'est pas utile pour les patients. Pour vous donner d'autres exemples de choses qui devraient nous préoccuper, je pense, collectivement sur comment peut-être on en fait trop dans certains contextes, c'est un aîné sur 4 au Canada qui prend 10 médicaments ou plus. Au Québec, on pourrait se demander est-ce qu'on est un peu mieux? Malheureusement, on est à 1 sur 3 au Québec. C'est un peu effrayant parce qu'on sait que plus on prend de médicaments, plus on est à risque d'en subir des effets secondaires ou des préjudices et même d'en mourir. Pour revenir au contexte de la douleur et de la douleur chronique, on sait qu'on fait parfois des tests parce qu'on essaie d'aider les gens à trouver pourquoi ils ont mal. Malheureusement, le mal de dos, c'est un exemple classique où on sait que généralement, les tests ne sont pas utiles. Et pourtant, c'est 30% des patients qui se présentent à l'urgence pour un mal de dos dit non spécifique, sans critères d'alarme, donc qui n'ont pas besoin d'un examen, qui s'en font offrir un. Une radiographie, une résonance magnétique, un scan. Et non seulement c'est inutile pour ces patients-là, ça peut leur nuire et je vais vous montrer comment on peut nuire aux gens dans ce contexte-là. On sait que les examens du dos, l'imagerie, donc la radiographie, c'est vraiment dans certains contextes très, très, très précis quand notre évaluation clinique nous montre certains critères d'alarme que là, on devrait y procéder. Puis là, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce que les médecins ont prescrit des tests, des traitements puis des procédures qui ne servent à rien? Moi, j'en ai parlé de cette question-là avec mes collègues médecins, puis je peux vous le dire, il n'y a pas un médecin qui se lève le matin et qui se dit « Moi, je vais prescrire des tests inutiles, ça va être le fun. » Il n'y a personne qui fait ça en se levant le matin. Mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi on en fait trop. Parfois, on ne fait pas assez bien les choses. Et le premier, à mon avis, c'est qu'on perçoit à tort que parce qu'on fait un test, c'est plus fiable et c'est plus précis qu'un examen physique. Et pourtant, la science est claire là-dessus, même en 2024, de faire un bon questionnaire, de bien questionner nos patients pour comprendre qu'est-ce qui leur arrive, de bien les examiner pour essayer de trouver les causes. C'est nettement plus utile dans la démarche clinique que tous les tests fancy qu'on peut nous vendre. Des fois, c'est utile les tests, mais dans une minorité de cas de façon générale. Les médecins sont sensibles à toutes sortes d'influences et comme je vous disais, ça part rarement d'une mauvaise intention de vouloir prescrire trop de tests, mais je vais vous donner quelques facteurs qui expliquent ça. Notamment, on pense que ça va rassurer notre patient. On se dit qu'on ne veut pas de plainte, on ne veut pas de poursuite. Les médecins pensent parfois que de faire plus de tests va les protéger des litiges, alors qu'on sait que c'est vraiment la qualité de la communication qui va influencer ça. On pense parfois que le patient veut ça. Et moi, mon expérience et la recherche montrent que les patients ne veulent pas nécessairement des tests, surtout pas des tests inutiles, mais ils veulent comprendre qu'est-ce qu'ils ont. Puis ça, on a du travail à faire, on a du pain sur la planche. Juste au cas. Si votre médecin vous dit « on va faire un test juste au cas », c'est correct d'être prudent avec notre santé. Mais il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a réellement un potentiel que ça m'aide, ce test-là, ou pas? Je suis fatigué. Les médecins, c'est un grand scoop de ma présentation, on est des humains.
Puis quand on est fatigué, on prescrit plus de tests et de traitements inutiles. On a un exemple super classique à l'urgence. Plus la journée avance, plus on prescrit d'antibiotiques inutiles. C'est fou, hein? On pense parfois que les nouveaux tests, la technologie, c'est meilleur que les tests conventionnels. Puis des fois, ce n'est pas le cas. Puis des fois, on se sent impuissant. Devant des conditions comme la douleur chronique, beaucoup de médecins ressentent de l'impuissance et veulent faire quelque chose. Et des fois, quand on ne sait pas quoi offrir d'utile, on se dit « j'aime mieux faire quelque chose que rien faire, tout simplement ». Les médecins et les patients, on n'est pas si différents que ça. On a nos propres biais, on partage certains biais cognitifs. Mais moi, je vais vous parler d'un biais qui est peut-être un peu plus propre aux patients, que j'ai vu avec les années. Et je vais vous donner une anecdote pour l'illustrer. J'ai rencontré une patiente qui souffrait à un moment donné. Puis je lui ai dit, bonne nouvelle, vos scans sont normaux. Puis la patiente était vraiment dévastée d'apprendre que je n'avais rien trouvé dans ses examens. Puis moi, naïvement, comme jeune médecin, j'ai dit, mais c'est une bonne nouvelle, on n'a pas trouvé de maladie grave. Puis ce qu'elle m'a dit, ça m'a marqué, je vais toujours m'en souvenir. Elle m'a dit, mais si vous aviez trouvé quelque chose dans mon scan, on me prendrait au sérieux enfin. Fait qu'une trouvaille objectivable sur les scans, ça va venir légitimer la souffrance qui est vécue. Et c'est souvent ça la recherche, de dire « je veux qu'on comprenne pourquoi j'ai mal et je veux qu'on me prenne au sérieux ». Puis on a du travail à faire à la profession médicale pour faire mieux, justement. Les soins inutiles, ça a des conséquences. On se lance dans des pistes, des fois, qui n'aident pas les patients. On offre des traitements qui sont parfois pas très utiles. On peut en avoir des complications. Ça va inquiéter les patients, ce qu'on va trouver, ou juste la procédure en tant que telle peut générer de l'anxiété. Ça a un impact sur la qualité de vie et même, dans certains cas, on peut perdre une assurance à cause de ça. La jeune personne à qui on a fait un examen qui ne peut plus contracter une assurance vie quand elle veut acheter sa première maison, ou la personne qui veut profiter de la retraite et d'aller en Floride l'hiver, qui ne peut plus aller en Floride parce qu'on lui a trouvé quelque chose, une petite tache sur le poumon qui ne veut peut-être rien dire. Quand on regarde, il y a une étude super intéressante, on a fait des examens de radiologie à des patients qui n'avaient aucun symptôme. Puis vous voyez que dans la vingtaine, c'est 1 patient sur 4 qu'on y trouve quelque chose d'anormal dans la colonne. Puis quand on atteint, puis ces gens-là n'ont aucun symptôme. Puis quand on est rendu à 80, c'est presque 100% des gens qui ont quelque chose à l'IRM. Donc, les examens ne nous permettent pas de bien expliquer les symptômes de nos patients dans plusieurs cas. Même qu'on sait que quand on fait des examens tôt ou trop tôt, ça peut même augmenter les scores de douleur des patients. C'est fascinant, le cerveau, comment ça fonctionne. On sait même que ça peut nuire. Les gens vont moins bien quand on fait trop de tests. Ça ne diminue pas l'anxiété, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puis ça ne rassure pas les patients. Beaucoup de médecins prescrivent en se disant « ça va rassurer mon patient », puis au final, ça ne fait pas ça. Comment est-ce que ça ne rassure pas les patients? Je vais vous donner un exemple très classique. Les bébés, ça régurgite. C'est normal. Et dans une étude, on a dit à des parents que leur bébé, c'était un grand régurgiteur, puis dans l'autre groupe, on leur a dit que leur bébé avait du reflux gastro-œsophagé. On leur donnait les mêmes explications, mais à votre avis, dans quel groupe est-ce que les parents demandaient des traitements quand on mettait un diagnostic? C'est la même chose pour les patientes à qui on leur dit, suite à un examen, qu'elles ont de l'ostéoporose. Même si elles n'ont aucun symptôme, ces patientes-là ont des moins bons scores de qualité de vie et même vont arrêter de faire de l'activité physique parce qu'elles ont peur de se casser un os. Quand on fait trop de tests, on se concentre sur l'anomalie biologique. On cherche la petite trouvaille, le disque qui est usé, le muscle qui est étiré, alors que la compréhension contemporaine de la douleur est beaucoup plus complexe que l'anomalie biologique. En fait, on devrait tenir compte des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Fait que si votre médecin, quand vous souffrez, a l'air de passer plus de temps à essayer de vous connaître comme individu, à bâtir une relation avec vous, à comprendre ce qui vous arrive, comment ça impacte votre quotidien, plutôt que de vous prescrire une IRM, votre médecin est probablement sur la bonne piste. Je vous donne ici 4 questions que vous pourrez utiliser pour initier des conversations avec les personnes qui vous soignent pour savoir est-ce que c'est utile ce qu'on me propose là. Et la première question, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Y a-t-il des côtés négatifs? Y a-t-il des options plus simples et plus sécuritaires? Et qu'est-ce qui arrive si je fais rien? En posant ces 4 questions-là, vous pouvez vous assurer que les soins qu'on vous dispense sont pertinents et vous aussi être des moteurs de changement pour créer un système de santé où on offre des soins les plus utiles et les plus pertinents à tout le monde. Merci beaucoup.